Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la peau d'un entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes dans la peau d'un entrepreneur et cet entrepreneur s'appelle Marie Fromont. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue dans le Facebook Live de l'ADI, c'est le deuxième de cette semaine des rendez-vous de l'ADI. Aujourd'hui, on est avec Marie Fromont, donc. Marie, elle est là pour nous parler de son parcours d'entrepreneur. C'est une entrepreneure qui a été accompagnée par l'ADI. Et elle est là aussi et surtout pour nous donner des conseils parce qu'elle a une activité qui, je pense, va vous passionner. Son activité, c'est formatrice en prise de parole et en communication interpersonnelle. Donc, à mon avis, il va y avoir plein de thématiques très intéressantes qui vont être abordées sur la prise de parole, sur la manière de présenter son projet. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pouvoir être intéressantes. Marie, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Tu as quel âge? J'ai 33 ans. Tu as 33 ans et tu as créé ton entreprise il y a combien de temps? J'ai créé mon entreprise, en fait, j'ai suivi le programme Créa Jeune de l'ADI à la fin de l'année 2016. Oui. Et j'ai créé mon entreprise en janvier 2017, où j'ai intégré une couveuse d'activité. J'ai eu une pause au début de cette activité puisque j'ai eu un enfant, donc j'ai eu un congé maternité et j'ai repris en janvier 2018. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ton projet? Quelle est ton entreprise? En quoi ça consiste? Oui. Alors, c'est vrai que je suis formatrice à la prise de parole. Pour moi, j'entends prise de parole, que ce soit face à 1 ou 500 personnes, pour moi, c'est de la prise de parole. Et j'accompagne les personnes via les outils du théâtre. Ah, voilà. Parce que le théâtre, en fait, c'est un moyen qui permet de rentrer dans son corps, de voir ce qu'on renvoie physiquement quand on interagit avec une autre personne. Parce qu'on a tendance à être focalisé un peu sur le contenu de ce qu'on va présenter et pas tant sur la manière de le faire. Et aujourd'hui, il faut savoir que le langage corporel, c'est 93% du message qui passe à son interlocuteur. Et les mots représentent que 3-4% et le reste, c'est l'intonation de la voix, etc. Donc, j'utilise le théâtre pour le corps et j'utilise le théâtre aussi parce que je tiens absolument à ce que ce soit des formations ultra participatives où les personnes expérimentent finalement par elles-mêmes des outils et puissent en tirer ensuite en ressortir ce qu'elles veulent en ressortir. D'accord. Voilà. Donc, ce que tu nous dis, c'est 93% de ce qu'on va dire là, ça va être la manière dont on va bouger qui va être retenu, c'est ça qui Voilà, va c'est être ça, retenu. l'expression du visage, l'accentuation des mots, mais les personnes qui vont nous écouter ne vont pas retenir tous les mots qu'on va discuter, en fait. Donc, le principal message, ça va être la manière de bouger. Voilà, absolument. Donc ça décomplexe un petit peu, c'est que si on dit des bêtises, vous n'allez pas retenir, c'est ça? Boubacar, tu vas pas retenir si on dit des bêtises. Bonjour Boubacar. C'est-à-dire que c'est un ensemble, évidemment. Il y a quand même un message qui passe par les mots, mais c'est que on a tendance à être très focalisé sur le contenu et finalement ça nous inhibe physiquement et on oublie de laisser aller en fait notre expression corporelle qui donne énormément d'informations à nos interlocuteurs. Donc voilà, je pondère un petit peu. D'accord, très bien. C'est vrai que je fais un peu, j'en rajoute un petit peu, je fais un peu l'idiote. On va dire bonjour à Boubacar qui nous a rejoint. Bonjour, il nous suit depuis le Maroc. Bonjour à Diane, bonjour à Mehdi. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez des questions à poser à Marie sur son métier. Comment t'en es arrivée en fait à devenir coach en prise de parole et en communication interpersonnelle? Il y a une formation pour ça? On est formé à ça ou est-ce que c'est ton parcours personnel qui t'y a amené? Alors, c'est vraiment mon parcours personnel en fait qui m'y a amené parce que moi, j'ai fait mes études à Sciences Po et puis après, j'ai intégré différents postes en entreprise, en association, en administration. Et à un moment donné de ma vie, j'ai ressenti un peu une frustration parce que j'occupais des postes très tournés vers les autres, dans l'humanitaire, dans l'égalité entre les femmes et les hommes. Et j'ai vécu en fait quelques difficultés personnelles et professionnelles à un moment de ma vie qui m'ont fait m'interroger sur finalement quel sens j'ai envie de donner à ce que je fais, pourquoi j'ai envie de me lever le matin, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et donc, j'ai décidé d'avoir une coupure dans mon parcours professionnel
Et donc, j'ai négocié une rupture conventionnelle et je me suis dit, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je trouverai quelque chose qui me plaît profondément. Et donc, j'ai expérimenté, j'ai intégré une association, j'ai commencé à animer des ateliers et puis j'ai créé une association. J'ai créé un atelier, pardon, à partir du théâtre pour les chômeurs pour équilibrer la relation entre employeur et employé. Et en fait, donc je suis passionnée du théâtre en parallèle et en fait, j'ai fait la jonction d'une passion et d'un engagement. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'en créer mon activité. Mais à la base, j'étais vraiment pas du tout partie pour créer une entreprise. Ça me faisait très peur, en fait. Mais c'est très intéressant, cet atelier-là, pour les chômeurs et employeurs, c'était quoi? C'était leur permettre, les aider à se vendre, à se présenter devant un employeur? C'est leur permettre d'arriver en tant que demandeur d'emploi, mais aussi en tant qu'offreur de compétences. Parce que dans une relation employeur-employé et dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui se produit également. Si on arrive dans une relation déséquilibrée où nous, on est en demande absolument d'avoir un client et acheter mon produit, acheter mon produit et qu'on ne se respecte pas nous dans la relation, alors ça crée un déséquilibre dans l'échange et dans les entretiens d'embauche. C'est souvent ce qui se produit, c'est qu'on essaye de plaquer des messages que l'autre attend, mais nous, on n'arrive pas finalement à vraiment savoir est-ce que le poste nous convient ou pas. Et avec les clients dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose en fait. Parfois, il y a des clients, on sent qu'il y a une demande de leur part, mais est-ce qu'on est en mesure de satisfaire cette demande ou non? Et ça, on le sait si on respecte nos propres besoins et notre propre fil rouge qu'on a décidé d'initier en créant cette entreprise. Donc du coup, quand on est entrepreneur, puisqu'on est dans ce cas de figure et qu'on est déjà en train de se projeter un peu dans cette situation et qu'on va rencontrer un client, quelle est la bonne posture à adopter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on parle beaucoup de posture. Moi, je dirais pas qu'il y a une bonne posture. On parle souvent de bien pitcher sa boîte, de bien parler en public. On est non connecté. Mince. Bonjour à tous, veuillez nous excuser, on a été coupé, un petit problème de connexion, ça peut arriver, on est vraiment désolé. En plus, on était en train d'entrer vraiment dans une partie qui était super intéressante, qui était vraiment le vif du sujet de la venue de Marie. Donc Marie Fromont, qui est formatrice en communication interpersonnelle et en prise de parole, qui était en train de nous expliquer son parcours et de nous expliquer comment se positionner pour entrer en relation avec un futur client. Et donc, je demandais à Marie quelle est la bonne posture à adopter pour se présenter vis-à-vis d'un client et pour lui vendre son service ou lui vendre ses compétences ou lui vendre son produit. Et Marie, quelle est ta réponse? Voilà, donc je disais il y a un peu une pression autour de quelle est la bonne posture à adopter, comment bien pitcher sa boîte. Et moi, je pense qu'il faut un peu faire retomber cette pression. Attends, tu vas nous dire qu'il ne faut pas qu'on pitch? J'ai pas dit qu'il faut pas pitcher. J'ai pas dit qu'il faut pas pitcher. J'ai pas dit qu'il faut pas préparer. J'ai dit qu'il faut faire un peu retomber la pression de la perfection, d'arriver avec tout calibré à l'avance face à un client. Je pense que en fait, ce qui compte dans un échange, et c'est valable dans l'entrepreneuriat et dans la vie de tous les jours également, c'est d'être dans une intention de communiquer à l'autre, en fait, et dans une intention de recevoir aussi le message que l'autre a à nous transmettre. Parce que si on arrive face à un client avec tout préparé à l'avance, à la lettre, on va avoir tendance à passer à côté des questions qu'il nous pose et des réponses qu'il attend en réalité. Ce que tu veux dire, c'est que peut-être le risque, c'est de déverser son discours. Voilà, c'est ça. Et de perdre la connexion à l'autre Voilà, c'est ça. D'accord. Donc la bonne attitude, c'est quoi? C'est d'être. Donc pour moi, c'est d'être vraiment plus proche de soi, en fait, d'être authentique. Et je pense que ce qui est important, c'est de travailler à la préparation pour évacuer un petit peu toutes les marques de stress, les inconforts qu'on peut ressentir pour vraiment être dans une intention de communiquer à l'autre et dans une intention d'écouter ce que l'autre a à nous dire également. Et donc, par exemple, si moi, je me prépare à un entretien avec un client, que je veux lui vendre une prestation, qu'est-ce que je fais? Je me fais quelques petites notes, juste les mots-clés,
ou bien je me fais quand même un petit texte et je l'apprends et comment je fais? Alors là, effectivement, on rentre dans la préparation Oui. en tant que telle d'un rendez-vous. Effectivement, c'est bien d'avoir quelques informations sur la personne qu'on va rencontrer, enfin au moins sur l'organisme ou sur la structure qu'on va rencontrer. Et après, de peut-être se faire un petit pense-bête, mais moi, je vous invite à pas forcément l'amener avec vous, parce qu'il peut arriver dans le désordre, en fait, ce pense-bête, et que si vous l'avez dans l'ordre face à vous, ça peut peut-être un peu vous mélanger vos idées. Et ça, c'est pour laisser aussi un peu plus la spontanéité agir au cours d'un échange. J'entends par là que oui, il faut préparer un rendez-vous, que oui, c'est bien de connaître un minimum les besoins, savoir pourquoi on a contacté en fait ce client. Mais ensuite, c'est bien aussi de se laisser cette marge de spontanéité qui existe dans toutes les relations humaines, Oui. Et de voir les choses qui émergent au cours d'un rendez-vous. Alors, c'est vrai que la spontanéité, ça demande aussi un petit peu de confiance en soi. Mmh. Il y a des gens qui se considèrent pas du tout bons dans la prise de parole et pour qui c'est vraiment quelque chose qui génère beaucoup d'angoisse. Est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde ou est-ce que justement ton approche permet de lever ce genre de frein? Est-ce que tout le monde peut faire ça? Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas de modèle de prise de parole, que la prise de parole, que ce soit face à 500 ou face à une personne, c'est accessible à tout le monde, qu'on a tous des vécus différents de par notre éducation, nos études, notre parcours professionnel. Et à ces moments-là, et donc il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres, on va dire. Il y a des gens qui sont doués. Doués, j'irai pas jusque-là. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. Oui. Mais ça veut pas dire que les gens mal à l'aise peuvent pas devenir à l'aise. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. En fait. Voilà, ça s'apprend. Et ça passe par de l'entraînement aussi. Enfin, c'est important de pouvoir s'exercer face à des personnes de confiance. Et ce qui se produit, en fait, c'est que quand on rencontre quelqu'un, on a souvent une relation de défiance en premier lieu avec cette personne, plus qu'une relation de confiance, parce qu'on se sent jugé. Oui, c'est ça, on a peur d'être jugé. Voilà, on a peur d'être jugé, on a peur d'être jugé négativement. Et je vais vous raconter une petite expérience personnelle. Donc moi, j'étais de celles qui étaient à l'aise à l'oral, à l'école. Et plus j'ai avancé dans mes études et plus j'ai avancé dans mon parcours professionnel, et ben plus j'ai perdu la confiance que j'avais en moi et plus j'avais peur d'intervenir à l'oral, alors que j'y prenais vraiment du plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je me suis rendu compte que les autres, donc que j'avais peur d'être jugée, mais que cette peur, elle s'est construite au fur et à mesure parce que quand on prend la parole en public, on a souvent tendance à apporter un retour négatif de ce qui va pas à la personne qui prend la parole et pas à lui dire ce qui va. Donc voilà, à considérer que la critique n'est que négative et qu'elle peut pas forcément être positive. Et c'est ce qui produit avec les professeurs, avec les responsables en entreprise, etc. C'est qu'on dit toujours ce qui va pas, mais on ne dit pas ce qui va. C'est-à-dire qu'on veut améliorer la personne, mais pour l'améliorer, on va lui dire il faut que tu corriges telle chose. Voilà, c'est ça. Et voilà, se corriger. Voilà. Et c'est ce qu'on pense. On pense qu'il faut qu'on se corrige. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah, moi, dans mon approche, en fait, je prends le contre-pied inverse. Je prends l'inverse, en fait. C'est-à-dire que je pars de la personnalité et j'essaye de valoriser ce qu'il y a de positif dans les personnes parce qu'on a tous des forces, on a tous des qualités qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, moi, j'essaye de révéler, en fait, ces qualités. Et donc, c'est pour ça, pour revenir à cette question de préparer un rendez-vous avec un client, moi, je pense que si vous vous exercez, choisissez des personnes bienveillantes pour vous exercer, pour qu'elles vous encouragent plus qu'elles vous fassent perdre en confiance. En fait. D'accord. Donc l'idée, c'est de dire ah oui, tu te débrouilles très très bien sur cet aspect-là. Essaye d'augmenter la dose, d'en mettre un petit peu plus. Essaye d'amplifier. Et puis après, en fonction des humeurs, en fonction de la personnalité, vous savez, il y a un modèle du grand orateur qui
arrive de manière ultra affirmée, qui fait des grands gestes avec les mains, etc. Charismatique aussi. Charismatique, qui en impose en arrivant. Et alors nous, si on se sent pas comme ça, on arrive, on a la trouille, on est complètement bloqué physiquement, Bien etc. sûr. Et alors qu'en fait, en parlant doucement, on peut très bien captiver des gens, en parlant un peu plus fort et en faisant des gestes un peu plus francs, Oui. on peut aussi captiver des gens. Enfin, il n'y a pas de règle. Tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde est intéressant à partir du moment où il y a une intention de communiquer. D'accord. On va peut-être regarder les premières questions Oui. Que nous posent les personnes. Donc, bonjour Denis, bonjour Joël. Ah oui, il nous pose une question sur le langage des mains. Est-ce que c'est un renfort nécessaire au langage vocalisé, dit-il, donc à la parole? Pour lui, le langage des mains est un pléonasme. C'est une évidence pour lui. Ça. Mais en fait, oui, effectivement, c'est une évidence. Et moi, je pense qu'il faut pas chercher à contrôler ce que dit notre corps, mais plutôt à le libérer. Parce que quand on a des marques de stress, on peut parfois être un peu fermé dans son corps ou croiser les bras. On peut avoir des tics, effectivement. Voilà, mais moi je pense que la démarche est plutôt pas forcément de se dire bah, si je mets mes mains comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et si je les mets comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, parce que là on rentre dans un processus de correction qui n'est pas naturel. Et donc moi je pense que la démarche est plutôt de libérer le langage du corps et des mains et de leur laisser faire ce qu'elles veulent faire. Et plutôt que de chercher à se dire bon bah si je fais ça maintenant à mon interlocuteur, il va comprendre que je lui passe la parole. Voilà. D'accord. Donc de ne pas chercher à codifier à l'excès son langage corporel. Voilà. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir quand on interagit avec une personne, dans quelle posture elle se trouve. Est-ce qu'on ressent de l'ouverture de sa part? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire si on parle à une personne qui a les bras croisés et qui est en arrière? Oui. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire non pas pour la juger négativement, mais pour l'amener à arriver dans une ouverture à l'autre, en fait. On se dit, bah, peut-être, est-ce que je parle trop? Est-ce qu'elle a eu un mauvais moment? Et voilà, d'essayer de rentrer dans cette communication pour faire venir l'autre personne vers nous. Ou ton propre langage corporel quand tu parles. Parce que quand tu t'es mise en arrière, je me suis mise en arrière en miroir, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui fonctionnent comme ça. Oui, absolument. En miroir. En tout cas, Joël, j'espère que tu es satisfait de cette réponse. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Julia, elle demande, la critique négative peut-elle être constructive? Oui, bien sûr, mais si elle n'est pas seule. Voilà. Il faut qu'elle soit bien accompagnée. Voilà. Alors moi, je pense que la critique, de manière générale, si elle est expliquée dans une démarche constructive, elle est constructive, qu'elle soit positive ou négative. Mais pour moi, il faut un équilibre en fait entre les deux, et surtout que quand on parle de prise de parole, par exemple, quand on est face à un grand public. Quand on est sur scène, on est vraiment en position de vulnérabilité. Enfin, je veux dire, on est seul devant tout le monde. Ça peut être très angoissant. Et que si on apporte une critique négative qui n'est pas amenée d'une manière bienveillante et soutenante à la personne qui s'exprime, eh ben ça dupliquera l'effet négatif en fait de la critique et ça évincera le côté constructif de la critique négative. Donc moi, je pense que oui, la critique négative peut être constructive, mais si elle est équilibrée aussi avec des critiques positives. D'accord. Parce qu'en fait, je pense que la question de Julien vient aussi du fait qu'on se demande qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire. Et souvent, comme tu le disais, quand on va avoir un interlocuteur qui a un enjeu, on a peur et on pense tout de suite aux choses qu'il faut surtout pas qu'on fasse. Alors, surtout, faut pas que j'oublie, faut pas que je fasse ça, faut pas que j'ai l'air de ceci, faut pas que j'ai l'air de cela. Mais il y a sans doute quand même des choses qu'il faut pas faire. Est-ce qu'il y a des choses à éviter quand on entre en relation avec l'autre pour le convaincre? Moi, j'aurais tendance à dire que non, qu'il n'y a pas de choses à éviter. Que pour moi, si l'intention d'un échange est là, après, je
Je pense que le questionnement, il peut être sur soi, en fait. C'est que si, effectivement, j'arrive face à un client et que moi, je me sens un peu en retrait ou que j'ai le regard peut-être un peu fuyant par rapport à mon interlocuteur, à ce moment-là, c'est de dire qu'est-ce qui fait quand moi que moi je me sens dans cette posture-là et qu'est-ce qui peut m'amener à m'ouvrir. Est-ce que il faut que je mette de côté ma sale nuit? Est-ce que j'ai peur de cette personne qui est en face de moi? Et le fait de matérialiser en fait ces questions-là, on arrive à être dans une ouverture plus facilement à l'autre. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de modèle préconçu de quelqu'un qui prend la parole et que de chercher à se corriger, on le fait toute notre vie, en fait. C'est vrai. On le fait toute notre vie et qu'à un moment, on en perd en spontanéité. Et pour moi, mon travail, en tout cas, c'est vraiment de réouvrir le champ des possibles, quitte à peut-être en faire trop dans un premier temps, éventuellement. Après, il faut s'exercer, il faut tester. Mais en tout cas, c'est vraiment libérer le corps, réouvrir le champ des possibles en termes de prise de parole pour ne pas être dans une relation de défiance à l'autre, mais être dans une relation de confiance à l'autre. Est-ce que, en t'écoutant parler, est-ce que finalement, la bonne méthode pour aller présenter son projet, c'est pas de se préparer en se disant je vais aller rencontrer quelqu'un de sympa et on va avoir une super conversation? Oui, voilà. C'est un peu ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est de se dire je vais découvrir une nouvelle personne qui a des besoins auxquels moi je peux apporter une solution et peut-être qu'en parlant avec lui, je découvrirai que je suis peut-être pas forcément la personne adaptée pour lui apporter cette solution ou alors qu'il y a des ajustements à faire et que ces ajustements, on va les construire ensemble. Voilà, on peut se dire ce genre de choses. Et après, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais je voulais vous proposer une petite méthode. Ah, si, parlons-en. Voilà. J'allais y venir. Je me suis dit dans mes pensées, voilà. C'est exactement comment on fait pour se préparer. Voilà. En fait, je vous parle d'authenticité, de spontanéité, etc. Et donc, évidemment, moi, j'utilise le théâtre, donc je peux pas faire un atelier de théâtre en ligne. Mais par contre, je vous propose un outil qui sert à la présentation face aux clients, en fait que j'emprunte à Simon Sinek, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Non, mais peut-être qu'on pourra mettre des références voilà. si tu as effectivement un lien à communiquer. Oui. Qui est Simon Sinek? Simon Sinek, donc il a fait un TEDx. Une conférence TEDx. Voilà, une conférence TEDx en fait sur l'entrepreneuriat. Et en fait, il a créé un modèle, enfin une théorie en fait, en prenant l'exemple de Steve Jobs. Donc c'est un peu à la mode de prendre les exemples d'entrepreneurs qui ont bien réussi. Mais en tout cas, ce que je trouve que ce qu'il dit, c'est très intéressant, c'est que souvent les entrepreneurs partent du principe qu'il faut d'abord expliquer ce qu'ils font et ils en oublient le pourquoi ils le font et comment ils le font. Et donc, lui, ce que Simon Sinek propose, c'est d'abord de s'interroger sur pourquoi on propose cette solution à un client, pourquoi on se lève le matin, voilà, pourquoi on a décidé de créer ce projet et pourquoi on se lève le matin pour le mettre en œuvre. Et ensuite, de parler du pourquoi on fait ce projet, du comment, pardon, excusez-moi. Comment, donc ça c'est la valeur ajoutée qu'on apporte à notre projet, et ensuite le quoi vient à la fin, vient en dernier. Et donc pour prendre l'exemple de Steve Jobs, c'est que tout le monde faisait des ordinateurs. Oui, il n'était pas seul effectivement, et c'était pas le plus important au départ. Voilà, et c'était pas le plus important. Il me semble qu'à l'époque c'était Dell qui était leader sur le marché. Et donc, lui, son poids, c'était, je fais des ordinateurs, en fait. Mais il s'est dit, si j'arrive sur le marché, je dis, je fais des ordinateurs, est-ce que les clients vont acheter mes produits? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on va acheter plutôt un ordinateur Apple qu'un ordinateur Dell? Voilà, c'est ça. Donc lui, il s'est interrogé sur son pourquoi. En fait, lui, il s'est dit qu'il voulait faire un ordinateur innovant, un peu en rupture avec les méthodes traditionnelles, intuitif, qui soit facile d'utilisation. Et donc, il en est arrivé au quoi, je fais des ordinateurs. Mais en passant par toutes ces étapes,
du pourquoi on fait les choses en fait. Et le pourquoi, c'était quoi? C'était think different, c'était on est différent, on va faire des choses différentes. Voilà, c'est ça. On est différent, on va faire des choses différentes. Lui, il parle de son histoire personnelle aussi, comme quoi il est né un peu expérimenter des choses, qu'il était dans son garage avec un copain, qu'il a testé plein de différentes solutions et qu'il en est arrivé à ce besoin qui était un besoin propre à la base, de faire des choses un peu plus intuitives, d'avoir un beau design. Et donc, c'est en racontant une histoire, en fait, que finalement, on arrive à convaincre le client qu'on a en face de nous. C'est ce qui permet de se démarquer, c'est pas de dire je fais une activité que X autres personnes font. Par exemple, voilà. Toi, tu fais du coaching en prise de parole, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui le font. Voilà. Toi, tu as une manière unique de le faire. C'est quoi ton pourquoi? Ouais. Moi, mon pourquoi, c'est que tout au long de mon parcours professionnel, en fait, donc, comme je vous disais, j'ai un peu perdu en confiance dans ma prise de parole. Et c'est surtout qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient inhibées dans leur prise de parole, mais des gens ultra riches professionnellement. Et je me suis dit, mais quelle déperdition de compétences pour une entreprise que d'avoir des personnes ultra compétentes techniquement dans le savoir-faire de leur métier et qui sont en incapacité de le transmettre aux autres parce que inhibés par du stress, par la peur du regard de l'autre, etc. Et donc, partant de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu observer aussi moi dans ma vie personnelle et professionnelle, je me suis dit que d'apporter une solution avec un renforcement positif, avec une approche positive, une approche qui respecte la personnalité. Ça, c'est ton comment? Ça, c'est mon comment, voilà. Une approche qui respecte la personnalité, qui part de la personnalité des participants et qui vise à renforcer les forces qui existent déjà au sein des personnes. Et j'en arrive à la formation, à la prise de parole. D'accord. Et alors, j'espère que cet exemple vous aura parlé parce que je le trouve extrêmement précis. C'est-à-dire qu'on comprend effectivement que tu fais du coaching en prise de parole et au début, on s'imagine quelque chose qui ressemble à une conférence TEDx. On pense au départ que tu vas nous apprendre à faire comme Simon Sinek, à être hyper éloquent et on se dit, oh là là, mais il faut être doué pour ça. Et là, toi, tu nous expliques que ton pourquoi, c'est, moi aussi, j'ai eu des doutes sur ma capacité à le faire. Et donc, avec ton pourquoi qui vient en premier, on se sent tout de suite en lien, on te trouve authentique, on se sent en lien avec ton parcours et on se dit, ah là là, elle va me comprendre. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez comment ça se construit, parce que là, c'est extrêmement clair. Et surtout, si parmi vous, il y a des gens qui ont envie qu'on fasse un petit exercice de trouver avec vous un pourquoi peut-être, ou que vous avez envie de proposer votre pourquoi, ça peut être aussi un regard pour vous, pour renforcer cette démarche qui peut être intéressant. J'ai un exemple à donner pour compléter ce pourquoi. Oui. Un jour, j'ai fait un atelier à destination de naturopathes qui étaient en sortie d'école, donc tous naturopathes. Et en fait, j'ai fait cette activité du pourquoi. Parce qu'au final, les naturopathes en sortie d'école deviennent tous entrepreneurs, ils ont des clients à chercher, etc. Et qu'est-ce qui va les différencier en fait de leurs voisins de classe? Et donc, on a fait ce travail sur le pourquoi et j'ai découvert énormément de choses des personnes en disant, moi, mes parents étaient maraîchers et du coup, j'avais toujours des bons légumes chez moi, j'avais ce goût de la qualité et donc j'ai eu mon parcours professionnel parce que généralement, c'était des parcours de reconversion et finalement, je suis revenue aux sources. Et puis, j'ai une autre personne qui m'a dit, moi, un jour, je suis tombée malade et la médecine traditionnelle, j'ai essayé toutes les médecines possibles et inimaginables et rien ne m'y a fait. Et j'ai essayé, en fait, de prendre soin de moi par l'alimentation, par la prise en compte de mon corps, de mon mental en même temps, etc. Et j'en suis arrivée à vouloir transmettre ce que j'avais fait moi à d'autres personnes. Donc, vous voyez, en fait, chaque parcours est unique. Si le quoi est le même à la fin, chaque parcours est unique et fait que votre projet est unique, en fait. Et au fond, le levier du choix, en fait, pour le client, ça va pas simplement être le quoi, c'est-à-dire un naturopathe compétent,
Enfin, Voilà. mais ça va être qui j'ai envie de rencontrer et avec qui j'ai envie d'établir une relation. Voilà, c'est ça. Parce que ça va être ça aussi, leur service. Voilà. Ils vont être en train d'établir une relation. Donc, essayez d'avoir effectivement ce questionnement par rapport à votre produit, par rapport à votre service. Même si votre produit, c'est le meilleur produit, ça va probablement tout le monde dit que son produit est le meilleur produit. Mais effectivement, de créer cette promesse de relation, c'est ça, en somme. Oui, c'est ça. Après, c'est la magie de l'humain qui agit, quoi. C'est, on rencontre quelqu'un, il y a un feeling qui se crée ou qui se crée pas. Et voilà comment on peut approfondir la relation. Et pour moi, encore une fois, c'est vraiment en étant au plus proche de soi qu'on peut établir une relation et voir si notre produit ou notre service correspond aux besoins de la personne qu'on a en face de nous, et inversement, si les besoins, on peut les satisfaire, et est-ce qu'on va se faire plaisir aussi à satisfaire ces besoins-là, enfin, si on a des demandes. C'est super, moi je trouve ça plutôt motivant de se dire qu'il n'y a rien à gommer chez soi. Il n'y a rien à gommer. Il n'y a rien à gommer chez soi, mais qu'en fait on a surtout le droit d'être soi, et que c'est là qu'on va réussir à convaincre, et de s'autoriser à dire et à raconter un petit peu sa vie, quoi. Voilà. Un petit peu. Dont on n'a pas besoin forcément de canaliser ça. Et c'est bizarre, ça me parle. De pas forcément avoir peur non plus de buter sur des mots. Enfin, moi, ça m'arrive aussi de buter sur des mots, de réfléchir, de laisser un silence. C'est intéressant, ça. Aussi, parce que par rapport à l'idée qu'on se fait de bien prendre la parole en public, il y a l'idée de l'éloquence. Et l'éloquence, on a l'impression qu'il faut avoir une élocution parfaite, qu'il faut avoir du vocabulaire, qu'il faut avoir le mot juste. Donc, c'est pas ça. En fait, il y a les mots et il y a le corps, en fait. Et notre corps nous aide. Et plus on est libre dans notre corps, plus les mots arriveront aussi simplement. Mais pour moi, c'est ne vous gommez pas, libérez-vous. J'adore les lives qui partent dans cette direction. Donc, on va dire bonjour à Médine. On a été rejoint par d'autres personnes. On a Médine, on a Kimo, on a Jérôme et on a même Tetouira, Chantal, qui nous regarde depuis la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup de nous suivre. On a une question de Julia. Qui demande si c'est le théâtre qui t'a permis de reprendre confiance en toi, parce qu'effectivement ça fait partie de ton pourquoi. À un moment donné, tu as perdu confiance et tu as envie de redonner confiance à des gens que tu vois dans le même questionnement. C'est pour ça que tu utilises le théâtre, c'est parce que c'est le théâtre qui t'a redonné confiance en toi? Oui, effectivement. En fait, au théâtre, donc moi, en termes d'expérience de théâtre, j'ai eu des expériences un peu éparses au gré des endroits où j'étais pour mes études. Et donc, j'ai expérimenté l'expression corporelle en Argentine, par exemple. J'ai fait un stage au cours Florent de cinéma. J'ai été dans des cours d'improvisation, de théâtre. Mais j'en ai jamais fait en continuité. Et en fait, j'avais terriblement peur de faire du théâtre parce qu'on est très vulnérable au théâtre. Et en fait, j'ai repris le théâtre quand je me suis installée à Paris, où là, j'ai commencé à le faire plus en continuité. Aujourd'hui, je suis dans une école professionnelle de théâtre. Donc, ce que je fais expérimenter à mes participants, je l'expérimente moi aussi. Et voilà, cette position d'un peu d'inconfort. Et en fait, ce que j'ai trouvé dans le théâtre, c'est une ultra bienveillance qui tire les gens vers le haut et non vers le bas. Et en fait, vu que tout le monde passe sur la scène, et tout le monde va se retrouver dans cette position d'inconfort, et donc il y a une bienveillance qui se crée. Et la deuxième chose que j'aime dans le théâtre, c'est que en fait, on est obligé d'être dans une relation de confiance à nos partenaires, parce que sinon l'histoire ne se crée pas, en fait. Dans l'improvisation, si on dit non à toutes les propositions qu'on reçoit de notre partenaire, l'histoire ne se construit pas, en fait. Qu'avec des noms, on ne peut pas construire une histoire. Donc voilà, c'est ces deux choses-là qui m'ont aidé à reprendre confiance dans mes prises de parole. C'est très intéressant. Au-delà de la préparation, parce qu'on a bien compris dans quel état d'esprit on va se mettre pour aller à la rencontre d'un futur client, au cours de l'entretien, on a l'impression que le client justement se met dans la position que
tu me mets tout à l'heure, Mhm. qu'on n'est pas en train de convaincre, à ce moment-là peuvent émerger les émotions. Oui. Comment est-ce qu'on peut reprendre un peu prise, comment on peut reprendre la main pour convaincre et pour gérer ses émotions, en tout cas pour pas se laisser dépasser par ses propres émotions. Est-ce que tu as des petites techniques à nous faire passer? En fait, je pense que vous voyez, je réfléchis, je laisse un silence et tout va très bien. Je pense que quand l'autre marque une position de fermeture ou comprend comme telle, hein, parce que parfois quelqu'un qui est comme ça, il n'est pas forcément fermé, mais il pense à autre chose. Enfin, c'est pas forcément contre nous qu'il a cette attitude-là. Mais moi, je pense qu'on peut matérialiser les choses sur l'instant, en fait. C'est-à-dire, pas forcément dire est-ce que je vous ennuie, mais de dire enfin déjà de calibrer au début de l'entretien combien de temps vous avez de disponible à me consacrer, parce que si au bout d'un moment on voit la personne qui commence à s'affaisser dans son fauteuil, on va se dire que peut-être que cette personne n'a pas eu assez de temps. Donc moi je pense qu'on peut matérialiser ces choses sur l'instant pour amener l'autre, pour comprendre la position de l'autre, en fait. De lui dire, par exemple, d'une manière tout à fait convenable, bon, est-ce que vous avez suffisamment d'éléments, ou est-ce que vous souhaitez que je poursuive Est-ce que c'est clair? Est-ce que voilà, est-ce que ce que je dis est clair? Est-ce que vous voyez d'autres éléments? Voilà. Mais vraiment d'être dans l'interaction à l'autre, en fait. C'est ça. C'est qu'en fait, de recréer de la relation en se mettant à l'écoute. Voilà, c'est ça. De l'autre. Voilà. Ça, c'est un bon truc, en fait, effectivement, parce que effectivement, ça déplace un peu le point d'attention. Parce que si on est dans son émotion, voilà, on peut perdre pied. Voilà, c'est ça. Donc, de déplacer son attention vers l'autre pour se mettre à son écoute, ça peut être une manière de reconquérir son interlocuteur. Et puis une marque de fermeture n'est pas forcément une marque d'agressivité, en fait, ou de défiance. Et nous, on a tendance à le prendre comme tel, à se dire c'est moi qui l'ennuie, c'est moi parce que j'arrive pas à raconter ce que j'ai envie de raconter. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, même vous-même, quand vous êtes dans cette position un peu de divaguer, c'est pas forcément parce que la personne en face de vous rebute. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit le cas dans le sens inverse. Et si on a un trou de mémoire, si on s'est dit, bon, j'ai 3 choses à dire, et on en a dit 2, et la 3e disparaît, que fait-on? Alors moi, il y a un de mes modules de formation qui est justement sur l'improvisation, en fait. Oui. Et moi, je pense qu'en passant par un autre sujet, on peut retrouver ce 3e point. Mais en restant fixé sur ce point qu'on a oublié, on risque de tourner un petit peu en rond. Et je pense que si on oublie des choses, c'est pas très grave. Aujourd'hui, il y a 15 000 manières de communiquer. On peut téléphoner, on peut échanger des mails, etc. Donc un mail, j'avais oublié de vous dire. Non, mais en complément de notre échange, ça m'a fait penser à une nouvelle idée. Et voilà, d'oublier quelque chose, c'est pas grave. Et moi, quand je parle d'improvisation avec mes participants, je leur dis que toute notre vie est faite d'improvisation, en fait. Et que quand on arrive à un rendez-vous avec un client, on a peur d'improviser parce qu'on a préparé à la lettre ce qu'on avait besoin de dire, etc. Alors qu'en fait, toute notre vie est faite d'improvisation. Là, on improvise, là, vous écrivez, vous improvisez. Et donc, le tout, c'est de se faire confiance dans notre capacité d'improviser. Oui, parce qu'a priori, l'improvisation, ça fait peur. Pour un musicien en particulier, par exemple, on pense qu'il faut vraiment beaucoup de talent pour être capable. Il faut du temps et il faut beaucoup de talent pour être en train d'improviser. Alors qu'effectivement, là, on a eu une coupure de connexion tout à l'heure. On a improvisé. La reprise. Alors, on va continuer à improviser puisqu'on a des gens qui posent des questions. Bonjour Antoinette, elle nous fait un coucou. Et il y a Damien qui prend la parole. Avait-il préparé sa prise de parole ou improvise-t-il, et il nous parle de l'importance de bien parler et de bien argumenter, et il nous dit qu'il faut voir absolument ce film à voix haute. Tu le connais, ce film? Oui, c'est magnifique. Ouais. C'est un film... C'est un documentaire, en fait.
Maintenant, les concours d'éloquence se multiplient grâce à ce film. Oui. C'est un concours d'éloquence qui a lieu à Nanterre, à Saint-Denis, je crois. À Saint-Denis, voilà, c'est ça, à Saint-Denis. Et donc, on suit le parcours des étudiants qui se sont inscrits à ce concours et qui bénéficient d'un accompagnement pour arriver jusqu'à l'éloquence finale. Alors au début, ils sont normaux, ils sont comme vous et moi, c'est-à-dire qu'ils cherchent leurs mots, ils se trompent, ils parlent trop ou pas assez. Voilà, c'est ça. Oui. Mais après, ils sont fantastiques. Ils sont fantastiques, mais chacun dans leur personnalité. C'est vrai. Je me souviens d'une jeune femme qui a une voix assez douce, un peu monocorde, et qui pourtant est passionnante. Et je me souviens du finaliste. Je ne voudrais pas révéler des choses, mais qui lui est très dans la passion, dans l'instant d'une autre personne. Enfin, il y a des méthodes utilisées qui sont différentes et chacun arrive au final avec sa personnalité. Et moi, c'est ce que j'aime en fait dans ce film. Merci Damien pour cette référence. Ouais. Donc ça veut vraiment dire que c'est pas un don, parce qu'effectivement ça c'est quelque chose qu'on voit au départ. C'est que c'est pas forcément un don qu'on a, que certains ont et d'autres n'ont pas. Non. C'est tu viens comme tu es et on essaye de souligner ce qui va. Et petit à petit, ça se... En fait, pour moi, la prise prendre la parole, c'est un outil. Et au fond, je pense que tout le monde a en soi des capacités créatives qu'on ignore souvent. Et je pense que la parole, c'est ce qui permet de matérialiser une forme de créativité. Et je pense que de faire émerger la créativité qu'on a en nous, ensuite, la parole est un outil. Mais tout le monde a des idées à partager, tout le monde a une créativité en soi. Et c'est ce que montre d'ailleurs ce documentaire, en fait. C'est que partant d'une histoire personnelle, d'expérience de vie, de rencontres, on a un point de vue sur les choses, on a des idées et que ces idées, elles valent autant que le voisin d'être partagées. Et pour ça, il y a cet outil qui s'appelle la prise de parole. C'est un vecteur, en fait, la prise de parole. Et tout le monde a cette capacité à prendre la parole. C'est très intéressant. En tout cas, tu es très passionnée quand tu parles de ton métier. Tu travailles auprès de qui? En fait, c'est qui tes clients? Qui tu aides qui tu coaches? Alors, j'ai commencé à travailler avec les demandeurs d'emploi. Et après, j'ai beaucoup travaillé avec les entrepreneurs. Et là, maintenant, je travaille plus avec les salariés d'entreprise. Et j'ai travaillé un petit peu avec les étudiants, mais c'est un public que j'aimerais bien aussi développer. Mais c'est quoi les différents points que tu travailles avec chacun? Est-ce que c'est le même travail ou est-ce qu'il y a des spécificités, par exemple, chez les entrepreneurs que tu accompagnes par rapport aux chômeurs ou par rapport aux salariés? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers, justement, chez les entrepreneurs que tu as identifiés? Moi, j'ai créé 3 modules de formation. Et après, pour moi, les besoins... ils ne relèvent pas forcément d'être entrepreneur ou salarié, c'est des besoins, ils dépendent de la personne, en fait, de la personnalité. Et alors, évidemment, j'adapte mon discours si je suis dans une entreprise ou si je suis face à des entrepreneurs, parce qu'il y a des besoins d'aller vers un client, mais quand on est en entreprise, on a besoin d'aller vers un collaborateur, on a besoin d'aller vers tout un tas d'interlocuteurs. Mais pour moi, le fond est le même et moi, je pars de la personne, en fait. Je pars pas de l'étiquette salarié, demandeur d'emploi, étudiant. Je pars de la personne, de ce qu'elle est, de ses forces actuelles, de comment ces forces peuvent être amplifiées et comment ce corps peut être libéré. Donc décidément très passionnée et donc avec un accompagnement qui a l'air vraiment personnalisé, c'est vraiment très intéressant. Donc tu es entrepreneur depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, c'est ça. Et ta vie, en gros, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Comment tu vis ta vie d'entrepreneur? Tu es heureuse de ce choix? Je suis super heureuse de ce choix et c'est un choix que j'ai fait. J'ai décidé de quitter le salariat. Comme je le disais tout à l'heure, moi, j'envisageais absolument pas de créer une entreprise quand j'ai arrêté mon travail salarié. Et en fait, j'ai choisi l'entrepreneuriat
aussi pour trouver un équilibre dans mes différentes vies. C'est quoi tes différentes vies? Et donc j'ai ma vie d'entrepreneuse, j'ai ma vie d'apprentie comédienne dans une école de théâtre, ça me prend quand même beaucoup de temps. J'ai ma vie de famille, et je pense que l'entrepreneuriat, ça peut être un bon moyen d'équilibrer ces temps de vie. J'entends moi beaucoup de discours sur l'entrepreneuriat comme quoi il faut travailler, et puis ne plus quasiment plus avoir de vie. Ouais. Le burn-out de l'entrepreneur, c'est une réalité. Mais moi, je pense qu'on peut aussi être entrepreneur, que oui, il faut travailler, que les choses n'arrivent pas par elles-mêmes, que si on n'agit pas, les choses ne vont pas venir toutes seules. Les clients ne vont pas venir nous voir en nous disant que c'est formidable ce qu'on fait et qu'on aimerait absolument avoir un recours à nos services. Mais par contre, je pense que moi, j'aimerais bien transmettre un autre discours sur l'entrepreneuriat pour dire que ça peut être un moyen aussi d'avoir plusieurs vies. Comme aujourd'hui, on va avoir plusieurs métiers, on a un peu plusieurs vies. Et moi, dans la même journée, j'ai un peu 3 vies qui se conjuguent. Et c'est ça qui me rend heureuse aussi. Plusieurs vues successives, déjà. Voilà. Et parallèles maintenant. Voilà, c'est ça. C'est super intéressant parce que tu sais, cette semaine, Ladi prend la parole sur l'entrepreneuriat au féminin. Et dans ce que tu dis, il y a des choses qui font vraiment écho au parcours des femmes entrepreneurs dont partage... C'est pas grave. On est en plein dans le sujet dont on partage les parcours sur le site des rendez-vous de Ladi. Et effectivement, il y a ce côté d'avoir à concilier plusieurs vies. On sait qu'il n'y a qu'un tiers des entrepreneurs qui sont des femmes et que parfois, le fait d'avoir à gérer une vie de maman, par exemple, et une vie professionnelle, ça peut être un frein pour certaines. Et toi, ce que tu nous dis, et je trouve ça très intéressant, c'est qu'en fait, pas du tout. C'est presque... c'est presque motivant, hein. Enfin, moi, je suis tombée enceinte presque le jour où j'ai créé mon entreprise. Donc, je suis tombée enceinte de jumeaux. Donc, au final, voilà, on dit que créer une entreprise, c'est comme faire un enfant. Moi, j'ai fait 2 enfants en même temps. J'ai fait une entreprise et un vrai enfant. Et en fait, au contraire, ça m'a donné de l'énergie pour mon projet entrepreneurial, et inversement, en fait, mon entreprise m'a aussi donné de l'énergie pour accueillir mon enfant sereinement. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une femme aujourd'hui qui a envie de créer son entreprise et qui se freine, qu'est-ce que tu lui dirais? Je leur dirais que déjà avoir l'envie, c'est un premier pas vers la liberté de le faire. Et qu'il n'y a plus qu'à sauter le pas, qui n'est pas si grand que ça. On peut voir une tranchée ou un fossé. Mais après, c'est à vous de décider ce que vous voyez en face de vous. Une tranchée, un fossé. C'est à vous de décider. Je pense que c'est le mot de la fin. Ouais. Parfait. Donc, écoutez, on remercie, je remercie beaucoup Marie d'être à notre côté, d'être à nos côtés aujourd'hui. J'ai bafouillé beaucoup plus que d'habitude, mais on a le droit. Moi aussi, j'ai bafouillé. Hein. Donc ça, c'est vraiment la meilleure nouvelle. On a appris qu'on a le droit d'être soi, qu'on a le droit de bafouiller, de se reprendre à partir du moment où on est là pour se connecter, avoir une bonne conversation, voilà, c'est ça. Et faire passer un message de qualité. En tout cas, je pense que dans l'échange qu'on a eu avec Marie aujourd'hui, on a eu plein de conseils hyper concrets pour pouvoir s'approprier son discours, la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, la raison pour laquelle on crée son entreprise. En tout cas, si vous êtes intéressé pour suivre encore des Facebook Live passionnants comme celui qu'on a eu avec Marie aujourd'hui, rendez-vous toute la semaine à la même heure sur le Facebook de Ladi et sur le site des rendez-vous de Ladi, rdv-ade.org.